Bienvenue à tous sur ce nouveau e-séminaire sur Quark Express 9. Nous allons aujourd'hui parler de quelques nouvelles fonctionnalités que vous allez trouver dans Quark Express 9 et qui vont améliorer effectivement votre productivité. Ces outils, qui sont 4 nouveaux outils que nous avons implémentés, étaient pour beaucoup des outils qu'on nous avait déjà demandé d'implémenter. Donc je pense que le mieux pour vous en parler est réellement de passer à la démo. Pour l'ensemble de ces outils, vous les trouverez tous dans le menu utilitaire. Donc, vous pouvez voir... Pardon. Donc, ils sont pour l'ensemble dans le menu utilitaire. Donc, nous allons parler aujourd'hui de Linkster, de ShapeMaker, d'ImageGrid et de Cloner. Commençons tout d'abord par Linkster. Comme vous le savez, dans Express et depuis très longtemps, nous avons un outil qui permet de chaîner, de lier ou de délier des blocs de texte les uns avec les autres. C'est une fonctionnalité très utile qui permet effectivement d'avoir des blocs et un texte qui coule tout au long de ces blocs. Et c'est vrai que depuis longtemps aussi, on nous avait demandé des nouveautés ou des améliorations de cet outil. Entre autres, le fait que lorsque vous liez certains blocs, lorsque vous chaînez des blocs texte, il n'est pas possible de les délier, ou tout du moins, on perd le texte qui se trouve dedans. Enfin, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas très simples. Alors, nous avons répondu à une grande partie de vos attentes avec un nouvel outil qui s'appelle Linkster. Alors, pour utiliser ce nouvel outil, je vais venir me placer sur cette page-là. Voilà. Et sur cette page, vous voyez que j'ai un nombre de blocs. Donc, j'ai des blocs ici qui, comme vous pouvez le voir, sont tous des blocs qui ne sont pas chaînés. Puisque si, en fait, je viens sur le premier et que je fais un peu marre, ça ne sélectionne que mon bloc. Alors, une autre façon de voir s'ils sont chaînés ou pas, vous le savez, c'est simplement d'aller sélectionner l'outil de chaînage. Et s'il n'y a pas de chaîne qui s'affiche, de lien, c'est qu'effectivement, les blocs ne sont pas chaînés. Alors, le but dans cet exemple, c'est effectivement de chaîner l'ensemble de ces blocs avec certaines options. Donc, j'ai ici un titre et mes 6 blocs. Alors, je vais sélectionner l'ensemble de mes blocs. Voilà. Et je vais aller chercher mon outil Linkster. Alors, cet outil, il est extrêmement intéressant parce qu'il va me permettre d'associer ou de dissocier des éléments. On va commencer par l'association, puisque là, j'ai des blocs qui ne sont pas associés pour l'instant. Et en fait, comment est-ce que cela marche ? Alors, première chose, c'est à quels éléments je vais appliquer cette association. Donc, soit une sélection, d'accord ? Donc, comme c'est mon cas, soit des pages. On va voir l'exemple des pages juste après. Donc, dans mon cas, j'ai sélectionné ces 7 blocs et je vais les associer. Maintenant, j'ai une option quand j'associe qui est intéressante, puisque cette option va me permettre soit de conserver le texte dans les mêmes blocs ou pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je conserve le texte dans les mêmes blocs, il va automatiquement insérer des sauts de blocs à la fin du texte pour que systématiquement le texte soit bien placé. Si je décochais cette option et que par exemple j'avais des blocs qui étaient plus grands que le texte, d'accord, avec du blanc en fait dans les blocs, il n'insérerait pas les sauts de page et donc du coup le texte recoulerait dans l'ensemble des blocs. Donc moi je vais conserver le texte dans mes blocs, je fais OK. Alors on a l'impression qu'il ne se passe rien, effectivement, mais si je viens maintenant ici, que je fais un commande A, vous voyez que l'ensemble de mon texte se sélectionne. D'accord ? Donc ce qui veut dire que l'ensemble de mes blocs sont chaînés. Une autre façon de le voir, vous voyez, c'est que lorsque je vais désélectionner, si je sélectionne, vous voyez que effectivement j'ai le bloc sélectionné qui s'affiche avec les poignées, mais j'ai également l'ensemble des autres blocs dont les contours s'affichent. Alors maintenant, comment va fonctionner l'inverse ? C'est-à-dire, si je voulais dans l'autre sens délier, déchaîner mes blocs, je vais revenir. Et là, en revanche, je vais avoir la même option qui me permet, donc soit c'est la sélection, soit c'est dissocier. En revanche, j'ai plusieurs options. Alors, je vous explique un petit peu ces différentes options pour dissocier mes blocs.
À chaque fois, le B, donc vous voyez, il y a toujours un A, B et C. À chaque fois, le B correspond au bloc sélectionné, d'accord, à l'élément où il peut y en avoir effectivement plusieurs. Donc, mon premier cas va en fait dissocier mon bloc sélectionné indépendamment des blocs qui se trouvent avant et après. C'est-à-dire qu'il va le sortir de la chaîne, en fait. Le deuxième, et il va surtout couper. D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, je vais me retrouver avec 3 groupes, les premiers blocs, le bloc, c'est la sélection, et les derniers blocs. Le second, en revanche, va sortir le bloc de la sélection, mais il va relier, vous voyez, A à C. Ici, j'ai pour les deux derniers la même option, mais dans un sens différent, c'est-à-dire que là, je relie B au premier bloc, à A, et là, je relie B au bloc de fin, à B. Donc, vous voyez des options assez différentes les unes des autres. Alors, par exemple, moi, je vais prendre la seconde qui m'intéresse pour sortir mon bloc de la chaîne. Vous voyez que le bloc, maintenant, est dissocié, alors que ici, j'ai toujours une association des blocs les uns avec les autres. Donc c'est extrêmement intéressant et ça permet de gérer énormément de cas. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était compliqué à faire avant, puisque si par exemple je décidais de dissocier un bloc, en fait je perdais éventuellement le texte qui se trouvait, ou si je chaînais 2 blocs dans lesquels il y avait déjà du texte, l'un écrasait l'autre. Donc ce qui était vraiment pas utilisable dans un flux de production. Alors on va regarder maintenant le cas des pages. Je vais prendre ce document. Alors, vous vous souvenez, c'est un document que vous avez peut-être déjà vu parce je l'ai déjà utilisé dans d'autres e-séminars. C'est le document qui a été utilisé pour effectuer les exports EPUB. Alors ma problématique ici, c'est que si je regarde, donc je vais faire un commande A, voilà. Si je regarde mon texte, en fait, l'ensemble de mon texte est chaîné. La problématique que j'ai ici, c'est que si j'ai besoin, par exemple, lorsque je vais faire, vous vous souvenez que lorsqu'on fait un export EPUB, en fait, après, on vient, avec le balisage de redistribution, on vient insérer éventuellement du texte, des images. Mais là, en fait, si mon texte est en un seul bloc, je vais pas pouvoir, par exemple, prendre ce texte-là et venir le réinsérer au milieu de celui-ci. Donc ce que je voudrais faire en fait, ça serait dissocier l'ensemble de mes pages. D'accord ? Donc, si je viens sur Linkster, alors en fait, je vais pouvoir cliquer sur page. Je vais en fait dissocier de cette façon-là. D'accord ? Et là, il va me dissocier tous mes blocs. Voilà. Donc c'est forcément un petit peu plus long parce qu'il a un peu plus de travail. Et vous voyez que maintenant, mes blocs sont dissociés les uns des autres. Donc ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir... donc ils sont sur chaque page. D'accord ? Donc je vais pouvoir, du coup... Donc j'ai plus besoin de travailler sur l'outil de sélection. Je reviens dans Linkster, en fait. D'accord ? Je n'ai pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Et je vais pouvoir maintenant, éventuellement, effectivement, dans mon balisage de redistribution, insérer mes différents éléments. Alors, je ne reviendrai pas sur la partie EPUB, parce que ce n'est pas le thème du jour. Donc, je vous invite à aller voir le e-séminaire sur l'export en format EPUB. Mais du coup, vous voyez que c'est quand même une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle va me permettre de gérer énormément de cas. D'accord ? Donc, juste un tout petit résumé, on revient sur Linkster. Linkster va me permettre, soit à partir d'une sélection, soit à partir de pages, donc je n'ai pas besoin de sélectionner dans ce cas-là. Je peux même éventuellement sélectionner les pages, dire quelle page je veux, dissocier ou associer des éléments avec des options différentes. Donc vraiment extrêmement puissant, et puis vous avez vu que même sur un document long, c'est extrêmement rapide. On va passer à un autre outil que je trouve assez intéressant, qui s'appelle ShapeMaker. Alors ShapeMaker, c'est un outil qui me permet de créer des formes. Alors,
juste une petite aparté pour ceux qui sont étonnés que l'ensemble de ces outils gardent des noms en anglais. C'est juste que ce sont des marques déposées, donc c'est pour ça que ces outils gardent des noms anglais. Donc ShapeMaker va me permettre de créer des formes. Ce que vous connaissez par exemple, je suppose, cet outil qui nous permet de créer des étoiles. D'accord ? Alors je peux créer voilà, une étoile, on va lui donner une couleur, on va lui donner éventuellement un cadre, hop, avec une couleur différente. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Maintenant, si j'ai besoin de modifier cette forme, alors je peux effectivement passer en mode plume. Donc on va, hop, voilà. Donc ce qui n'est pas forcément voilà, chose facile, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc je vais pouvoir, voilà, éventuellement. Bon, je suis pas forcément très douée et c'est pas forcément très facile à utiliser. Alors maintenant, on a un autre outil qui est assez intéressant. Donc toujours dans le menu utilitaire, je vais utiliser ShapeMaker. Alors ShapeMaker, c'est quoi? ShapeMaker, c'est un outil qui va me permettre de créer des formes ou de modifier des formes qui ont déjà été créées. Alors dans mon cas ici, je vais vous montrer celui-ci parce qu'on va juste modifier une forme. Je suis dans le cas d'une étoile. Donc j'ai mon étoile qui a été créée et je voudrais par exemple avoir une étoile un petit peu différente. Donc je sais pas, on va passer à une étoile à 12 branches. D'accord. Je vais pouvoir travailler sur le rayon. Donc vous voyez que là j'obtiens des choses assez étonnantes. Donc plus ma valeur est élevée, moins mes branches sont longues, et vice-versa. Je pourrais également, pourquoi pas, avoir des branches secondaires. Alors, on va faire dans l'autre sens. Là, on va peut-être faire un 50. Alors, suivant, on va faire 60. Pardon. Voilà. Vous voyez, suivant si c'est la première valeur qui est inférieure ou supérieure à la seconde, vous avez vu qu'on a des effets complètement différents. Je vais pouvoir, alors ça on va le voir après, d'accord ? Je vais pouvoir travailler, on le verra après avec les arêtes. Et surtout ce qui est intéressant, je vais dire que c'est un bloc néant, d'accord ? Mais surtout ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je vais pouvoir modifier la forme qui se trouve ici, tout en gardant, c'est là où c'est intéressant, tout en gardant les options que j'ai pu donner. Donc je vais faire créer, et vous voyez qu'il a modifié mon étoile. Donc ça veut dire que même si je pars d'une forme déjà créée, avec ShapeMaker, je vais pouvoir la modifier éventuellement. Alors on va regarder d'un peu plus près ce que nous permet de faire ShapeMaker, excusez-moi, et repartir vers le début. Alors, ShapeMaker, j'ai 4 types de formes. Des vagues, des polygones, des spirales, des rectangles. On va commencer. Pour mes vagues, je vais pouvoir gérer le haut, la gauche, le bas et la droite. Donc chacun de mes côtés de mon objet. Je vais à chaque fois choisir un type. Donc je vais pouvoir par exemple avoir là des vagues un petit peu différentes, d'accord ? Donc on va revenir en plat, vous voyez. Je pourrais très bien être en plat sur le côté. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, j'ai ensuite tout un tas d'options. Alors, sur les types de vague 1, donc voilà celui-ci, par exemple on va passer celui-là en vague 2, donc c'est des vagues plus larges, on va rester en vague 1. Je vais pouvoir avoir des types de vagues, sinusoïdales, triangles, dents de scie, carré, pourquoi pas, aléatoire. Bon, là, on va revenir en sinusoïdal. Et à chaque fois, j'ai des options ici, d'accord, qui vont me permettre de régler mes vagues. Alors, la fréquence, le nombre de courbes,
ou enfin le nombre d'objets en quelque sorte. La phase, c'est l'endroit où ça démarre, d'accord? Ce que je pourrais avoir besoin, alors par exemple on va faire ça, je pourrais avoir besoin, vous voyez, on voit mieux comme ça, parce que je sais que l'objet est à un endroit donné, je pourrais avoir besoin de le faire. Et l'amplitude, d'accord, c'est cette valeur-là. Ce qui est intéressant également, c'est que je peux demander que mes vagues soient parallèles ou pas. D'accord? Donc, si elles ne sont pas parallèles, ça se voit moins avec cette valeur-là. Voilà. Non, là, si elles ne sont pas parallèles, vous voyez, elles sont un tout petit peu décalées. Je vais pouvoir faire pareil sur les vagues de type 2. Donc, si j'avais fait un objet un petit peu différent, j'aurais pu faire. Ici, je vais gérer ma largeur et ma hauteur de mon bloc. Donc, je peux le mettre en millimètres, bien sûr. Voilà, vous voyez que parfois, ça donne des choses un petit peu étranges. Alors, on va se mettre... on va revenir, hop, quelque chose de plus logique. Je pourrais mettre, dans le cas où c'est un texte, des colonnes à l'intérieur. Ça peut être un bloc d'image, ça peut être un bloc nom, ça peut être un chemin de texte avec du texte qui va venir à l'intérieur. Donc on va par exemple faire, on va créer, on va mettre un unbox, on va créer notre objet, et vous voyez qu'on a créé un objet. D'accord ? Je peux après évidemment mettre des dégradés, tout ce dont j'ai envie. Et très honnêtement, je pense que je peux encore le modifier, mais vous voyez qu'il garde toutes les options. Et pour ceux qui ont déjà essayé, je pense que réussir à créer ce type d'objet avec l'outil Plume est beaucoup plus compliqué. Donc c'est intéressant. Et je vous rappelle qu'en plus, il est modifiable à volonté. C'est-à-dire que même si j'ai déjà donné d'ailleurs, vous avez vu là j'ai donné un dégradé, même si je décide par exemple, je vais dire que... hop, là j'inverse, hein. C'est juste un outil qui me permet, c'est haut, bas, gauche, droite. D'accord ? Si je décide par exemple qu'au final, je mets du plat à droite, pourquoi pas, d'accord? Et que je voulais quelque chose qui soit en triangle, peut-être avec plus de triangles. Voilà, il va me modifier. Non, pardon, excusez-moi, je fais une bêtise. J'ai juste oublié de cocher, on va revenir ici, juste oublié de cocher modifier le bloc actuel. Voilà. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a quelque chose qui est parfait. D'accord ? Alors, on va regarder les autres types d'objets que l'on peut créer. Les polygones. Alors, les polygones, on va revenir. Donc, tout le monde sait ce qu'est un polygone. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les polygones, par exemple, si je mets que 3, ça va me permettre de faire, par exemple, un triangle parfait. Je pense que tous ceux qui ont tenté de dessiner un triangle parfait vont comprendre combien parfois ça peut être compliqué de le faire. D'accord ? Donc je vais donner le nombre de côtés à mon polygone. Donc, par exemple, on va dire 5. Okay. Et je vais avoir des options assez intéressantes également. Donc, par exemple, comment je veux que soient mes parties plates. Alors elles peuvent être concaves, convexes, volute extérieure, volute intérieure, volute opposée et volute double. Hop, on peut peut-être faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, en jouant avec les options, on obtient parfois des choses assez étranges. Voilà. Donc vraiment, concave, convexe, vraiment, je vous invite à jouer avec les différentes options. Ici, j'ai une option qui va me permettre de créer quelque chose d'aléatoire. D'accord ? Donc plus ou moins aléatoire, et à chaque fois que vous recliquez sur créer aléatoire, il va créer un nouvel objet. Donc là, c'est la notion de polygone. La notion d'étoile,
qu'on a vu tout à l'heure. Alors on va revenir avec des arêtes plates. Là je suis venue en aléatoire, donc on va revenir en non aléatoire. C'est la même chose, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Pas de secondaire par exemple. Mais je peux effectivement avoir des étoiles. Alors vous voyez que là ça donne des choses assez surprenantes. Donc ça c'est l'orientation. Voilà. D'accord. Donc quelque chose qui permette, et si je mets du secondaire, voilà ce que ça pourrait donner. Des polygrammes. Alors on va revenir à toutes nos options. Voilà. Pas de secondaire. D'accord. Et hop là. Donc des polygrammes. Donc là je suis pareil. Des spirogrammes. Donc là vous voyez, alors avec 5 on a fait quelque chose de relativement parfait. Des polygones aléatoires. Donc là totalement aléatoire et toujours avec 5 côtés. Le rectangle doré, donc le rectangle doré, je suppose que vous savez tous, donc c'est un rectangle qui a une valeur parfaite, un ratio parfait entre la hauteur et la largeur. Donc là, par la force des choses, on y est. Et le carré double, donc qui est un double carré comme son nom l'indique. Et toujours avec mes différentes options. Les spirales. Alors, les spirales, on a 3 types de spirales. C'est toujours extrêmement compliqué de créer une spirale parfaite. On a la spirale d'Archimède. La spirale d'Archimède est celle où les valeurs sont égales. D'accord ? Donc, cette valeur-là est toujours la même. Et j'ai le nombre de spirales, donc 1, 2, 3, mais l'écart entre chacune d'elles est le même. Donc si j'en mets par exemple 6, vous voyez, j'ai une spirale qui est parfaite. La possibilité d'être en sens horaire ou anti-horaire, le nombre de segments par spirale, et la régularité, ici. Donc le nombre de segments, c'est le nombre de points. Et donc vous voyez, j'ai une régularité plus ou moins importante. La spirale dite dorée, donc qui elle a un calcul qui fait que voilà, ça va de plus en plus petit. Ok. Donc si j'augmente, voilà, on aura, vous voyez, il y a un calcul extrêmement précis. Et une personnalisée où là vous allez jouer sur toutes les valeurs. Donc là on est dans quelque chose de beaucoup plus aléatoire, on va dire, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire un chemin de texte, donc pour pouvoir écrire du texte en spirale, qui est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. Les rectangles. Alors vous allez me dire, bon, enfin les rectangles, c'est quelque chose que je sais faire dans Express, c'est quand même pas très compliqué de faire un rectangle. Je suis assez d'accord avec vous, sauf qu'en fait, cette fonctionnalité de rectangle est extrêmement intéressante, puisqu'elle va me permettre... Alors effectivement, si je fais un rectangle normal, c'est pas très compliqué. Donc je vais faire un rectangle, là on va le faire de 5 sur 8. C'est assez simple de faire un rectangle de cette façon-là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'aller modifier, et ça c'est des choses que l'on ne sait pas forcément faire, les angles de chaque rectangle. Alors là, ils sont tous identiques. Maintenant, je vais pouvoir, alors on va rester en tous identiques, j'ai des types d'angles différents. Je peux avoir des angles arrondis, avec une valeur que je vais pouvoir gérer. Vous voyez, un angle de courbure inversé, d'accord, et un équilibre, ok, qui va me permettre, voilà. Je peux également, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, je peux également avoir des versions différentes. Je peux avoir un angle en biseau, je peux avoir un angle concave, je peux avoir un angle pointu, et le dernier, je peux avoir un angle qui est en retrait, en fait. Et pour chacun de ces angles, je vais avoir des valeurs différentes. Donc ce qui fait que lorsque je vais créer voilà, mon bloc, on va lui mettre, vous voyez que j'ai des choses complètement différentes. Maintenant, je vous montre un exemple qui est intéressant. C'est, par exemple,
Alors on va faire par exemple la possibilité, donc on va faire arrondi, arrondi, normal, normal. D'accord? Ou, alors attendez, on va faire, pardon, normal, normal. Ou, par exemple, ce type-là. Donc là, hop, je suis typiquement, c'est quelque chose qui est assez courant comme type, voilà, on va le faire, on va le créer, on va lui mettre, voilà. Là, j'ai, vous voyez, un bloc qui est intéressant, que effectivement je pourrais arriver à faire de façon manuelle, mais alors pour que j'ai une parfaite égalité entre mes deux angles, la même courbure, etc., c'est relativement compliqué. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant et qui me permet de créer pas mal de choses. Alors, on continue. Dernier point, pas des moindres, c'est la présélection. Alors, la présélection, qu'est-ce que c'est en fait? Pardon, hop, on va revenir ici. La présélection, c'est la possibilité, par rapport à un type, voilà, je sais pas, on va faire biseau et biseau, par rapport à un type d'objet, de l'enregistrer. Donc de lui donner, on va faire rectangle biseau, de l'enregistrer, d'accord? Donc on a créé un type d'objet, et donc du coup, de le réutiliser. Alors par exemple, bah là je vais modifier le bloc actuel, je vais lui dire, ou alors je vais tout bêtement en créer un nouveau. Voilà, il m'en crée un nouveau. Donc ça, c'est la possibilité de créer un format, un type de forme, et de pouvoir le réutiliser à volonté. Je pense que ShapeMaker, en vous amusant un petit peu avec, vous verrez que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et qui vous permet de faire énormément de choses. Et c'est vraiment un outil intéressant. Alors maintenant, je vous montre un petit peu, effectivement, d'autres types d'objets qu'on peut faire. Donc, avec les vagues, vous voyez, des exemples. Donc, vraiment, en jouant sur les options, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, vous voyez qu'avec les vagues, voilà, j'ai joué sur les options. On a réussi à créer ce type d'objet. Les polygones, donc des tonnes des fleurs, des objets assez étonnants. Et ce qui devient intéressant également, c'est que par exemple, je vais prendre cet objet, je vais venir le placer ici, ça veut dire que je sélectionne les deux, je vais pouvoir, pourquoi pas, en travaillant avec le mode de fusion, vous voyez, créer des objets de ce style-là, qui vont me permettre, alors si je vous lui mettais un dégradé circulaire, voilà, qui vont me permettre de créer des objets peut-être un peu plus surprenants. Vous voyez que mon bloc, hop, je vais faire un P, c'est celui-là, d'accord? Vous pourriez aussi, pourquoi pas, je vais dupliquer mes deux objets comme ça, et je vais demander de la même façon, hop, une intersection. Vous voyez, là j'ai créé un drôle d'objet en faisant simplement une intersection entre deux fleurs. Donc, à volonté, on a la possibilité de faire énormément de choses. Donc là, je suis dans les polygones. Les spirales, alors c'est intéressant parce que là, en fait, simplement en jouant sur les types de filets, parce qu'au final, c'est un filet, j'ai créé des spirales un petit peu différentes. Vous voyez, là, j'ai joué sur... je pourrais prendre un double, pourquoi pas. Donc j'ai des spirales, plus ou moins, là on est en pointillé avec une flèche, etc. Donc possibilité de faire des choses intéressantes. Et le dernier sur les rectangles, là par exemple on a joué sur les différents angles, là aussi chacun, et vous voyez que parfois on peut obtenir des choses assez surprenantes également. Donc ShapeMaker, je vous rappelle, un outil extrêmement puissant pour faire des formes, et surtout ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre un bloc déjà existant et le modifier. Parce que par exemple, si je prends tout bêtement un bloc de texte dans lequel je vais mettre du texte, d'accord, je vais pouvoir, pourquoi pas,
y associer, on va revenir ici, une vague. Alors on va prendre une vague sinusoïdale avec un petit peu moins de... Voilà, ici à droite également, on va les laisser parallèles. Je modifie le bloc. Voilà, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Alors là, on va faire une chose, hop, on va enlever comme ça, voilà. Donc vous voyez, j'ai associé mon texte, ce qui est intéressant, à une forme. D'accord? Alors, outil suivant, image grid. Dans la 8, je pense que vous vous souvenez, on savait faire du drag and drop. Alors le drag and drop, c'est intéressant. Ça me permet de faire un drag and drop d'image sur une page. Donc le drag and drop, facile. On va venir prendre l'ensemble de mes images. Je les pose sur mon doc. Donc toujours la touche commande. Voilà, et voilà ce que ça donne. Maintenant, c'est pas forcément le plus simple parce qu'après il faut les organiser, etc. Mais ça marche très très bien. Alors, je vais vous montrer une autre fonctionnalité intéressante qui s'appelle Image Grid. Donc toujours menu utilitaire, Image Grid. Image Grid va me permettre de créer automatiquement, en fait, une sorte de planche contact. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de dire quelles sont les caractéristiques de mes différents blocs images. Donc, la taille de mon bloc, l'intervalle entre chaque bloc. Donc, on va rester sur une taille fixe, d'accord? On va demander que les images soient proportionnelles au bloc, mais le bloc pourrait s'adapter à l'image. Et on va aller chercher tout bêtement un dossier. Donc, on va aller chercher, voilà, hop, 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 l'ensemble de mes images. On va sélectionner le dossier. Et voilà. Donc, on va enlever celui-là. Donc, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner celle-ci, les repositionner, si j'ai envie, voilà. D'accord, donc plutôt une fonctionnalité assez simple. Donc là, j'ai pas demandé grand-chose. Alors, vous voyez que mes images, effectivement, sont un petit peu plus petites que mes blocs. Donc, on va revenir sur Image Grid. Donc peut-être que on va plutôt demander de les importer à 100%. On va regarder tout de suite, on va traiter le même dossier, on sélectionne, voilà. Hop. Ou étirer à la taille du bloc. Donc mon bloc, en fait, est un tout petit peu trop grand. Par contre, je pourrais très bien dire, je voudrais quelque chose qui soit un petit peu plus, je sais que je veux, je sais pas, 3 rangées sur 3 rangées. Je peux effectivement également appliquer une nombre portée à mes blocs. Je peux utiliser les préférences d'outils, c'est-à-dire celles qui ont été définies dans mon application. Je peux changer de type de bloc. Donc soit un bloc avec des bords ronds, soit carrément un ovale en fait, enfin un cercle. Et à nouveau, importer à 100%, adapter le bloc à l'image, etc. Donc on va tester cette nouvelle, voilà. Donc j'ai bien 3, 3 et le reste qui me met à la suite. Donc si j'avais fait par exemple 3, 2, on va le tester tout de suite. Je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc 3, non c'était des colonnes, donc c'était 2 rangées et 3 colonnes. On va le refaire. Voilà. Et là j'ai quelque chose de parfait. Alors on va essayer une autre fonctionnalité. On va on va ajouter les infos sur les images. Alors, soit je prends le nom simplement du fichier, donc je cliquerai à ce moment-là sur nom seul, autrement il va aller me chercher l'ensemble des infos. Je vais réduire par exemple la taille du texte. Alors, on va tout de suite le faire et je vais tout de suite vous montrer à quoi correspondent ces infos. On va sélectionner plutôt
les chaussures. Voilà. Alors là, j'aurais peut-être pu réduire. On va faire un pomme Z. On va détruire nos pages. On va revenir. J'aurais peut-être pu lui donner. Vous avez vu qu'il a créé automatiquement les pages. Pardon, je vais venir sur ma page. Donc, image grid. On va demander qu'il nous mette 4 rangées, 4 colonnes. On va voir tout de suite ce que ça donne. On va traiter le dossier. Ok. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Alors, on va regarder. En fait, pour chaque... voilà. Pour chaque image, il me met, en fait, donc l'image, le bloc image, le nom du fichier, sa résolution, sa taille, le type d'image et l'espace colorimétrique. D'accord. Donc ça, c'est l'ensemble des infos qu'il sait récupérer. Donc pour faire, donc là je suis un peu mieux sur ma page, effectivement pour faire, c'est assez intéressant, pour faire des planches contact, c'est quelque chose d'assez puissant et d'assez pratique. Et donc je vous rappelle, bon après je peux mettre tout un tas de choses pour pouvoir, j'ai tout un tas d'options qui vont me permettre de traiter les choses. Je peux même, s'il y a des sous-dossiers, c'est-à-dire que si mes images sont classées d'une façon différente, traiter les sous-dossiers de la même façon. Dernier outil, Cloner. Alors Cloner est un outil que j'apprécie tout particulièrement parce que je le trouve assez pratique, entre autres sur les pages. Si je voulais, alors Cloner me permet, on va venir ici, toujours dans le menu utilitaire, va me permettre soit de dupliquer une sélection, soit de dupliquer des pages. Alors sur une sélection, je vais vous montrer tout simplement. Vous voyez, j'ai ici ces différents éléments en bord droit, enfin en bord intérieur et extérieur de ma page que je n'ai pas sur les autres pages. Alors je vais tout simplement les sélectionner. Hop. Hop, d'accord. Donc là, je les ai sélectionnés. Je suis sur la page 2 et j'ai en tout 11 pages. Donc ce qui veut dire que j'ai derrière moi 9 pages. Je vais utiliser Cloner. Je lui demande de cloner ma sélection sur ma mise en page à partir de la page 3 et 9 fois. Donc je vous rappelle que je regarde sur les autres pages, je n'ai pas ces éléments. Je dis OK et je reviens sur mes pages. Page 2, effectivement, je les ai. 3, 4, 5, 6, voilà, 7, 8, 9, etc. Donc ça, quelque chose d'extrêmement simple pour juste cloner un objet. Maintenant, si je voulais cloner une page, dupliquer une page, alors assez instinctivement, je ferais clic droit, je viens ici, j'ai bien insertion, suppression, déplacement, mais je n'ai pas dupliqué. Donc ça, c'est assez étonnant et assez frustrant, on va dire, de ne pas pouvoir le faire. Mais en fait, alors je vais les mettre à la fin de mon document, donc je vous rappelle que j'ai, hop, on va se mettre ici, je vous rappelle que j'ai 11 pages, et je vais demander qu'il me duplique, par exemple, la page 11, qui me la duplique. Donc je vais aller dans Cloner, je vais lui demander de dupliquer la page 11, de la mettre en page 12, d'accord, et de copier les feuilles de style ou pas. Là, et j'ai effectivement 2 fois, vous voyez, il m'a bien cloné la page 11 et la page 12. Alors maintenant je reviens, parce que je voudrais vous montrer les différentes options qui sont extrêmement intéressantes. Je vais pouvoir cloner, alors que ce soit donc ma sélection et une page, sur ma mise en page actuelle, mais également créer un nouveau fichier, Quark, créer un nouveau projet, créer une nouvelle mise en page dans mon projet, fractionner en page simple, fractionner il y a 2 fois, excusez, c'est une erreur, aller le cloner dans toutes les mises en page ouvertes, ou sélectionner la mise en page sur laquelle je veux aller le mettre. De la même façon, je vais pouvoir gérer des sections. Alors, est-ce que je maintiens mes sections contiguës ou est-ce que je fais plusieurs sections? C'est-à-dire que lorsque je vais cloner, si il existe déjà des sections, il existe déjà des pages et que je veux créer une autre section, est-ce qu'elles se suivent?
C'est-à-dire que si je clone, je ne sais pas, 3 pages, est-ce que je crée une seule section qui suit, ou alors est-ce que je crée 3 sections? Donc vous voyez que j'ai énormément d'options, et ça va me permettre effectivement de faire beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai fait un point sur l'ensemble des nouveautés, donc ce qui sont, je pense, extrêmement intéressants. N'oubliez pas que vous avez toujours la version de test 30 jours que vous pouvez charger sur notre site, donc je vous invite vraiment à la charger. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux cette nouvelle version. Donc actuellement, nous sommes en version 9.01. Donc chargez-la, testez-la. N'oubliez pas qu'il va y avoir également une version 9.1 qui va arriver dès la rentrée, donc très fréquemment. Si vous êtes enregistré, vous recevez les infos concernant les mises à jour. Et je vous rappelle que si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Merci beaucoup, au revoir.